C'est bon, on est en live. Donc bonjour Carlos déjà. Salut, salut. Ça va? Est-ce qu'on nous entend? Ouais, apparemment on nous entend puisque Vivien nous entend. Et ouais, tout le monde nous entend, super, parfait. Bonjour à toutes et à tous. Donc un horaire décalé aujourd'hui parce que on a la chance d'accueillir Carlos qui est à San Francisco. Donc pour lui, c'est le matin. Oui, je vous remercie d'avoir décalé l'horaire. Il est 8h du matin ici, ouais. Voilà, sinon ça aurait fait un peu tard pour toi. Un peu tard ou un peu tôt. On est ravis de t'avoir, Carlos. Comme je te disais, on a interviewé beaucoup de gens en France, pas beaucoup de gens à l'étranger et notamment dans le cœur de l'écosystème tech à SF. On a eu pas mal de fonds, de banques, de chargés innovation de banques, etc. Ouais. BPI Co. Et le discours est un petit peu le même pour tout le monde et on va revenir dessus. Mais avant tout, est-ce que tu peux, pour les personnes qui ne te connaissent pas, rappeler ce que tu fais et ce que tu fais avec The Refiners aussi? Ok, donc moi je m'appelle Carlos Diaz, j'ai 46 ans, j'ai deux filles de 13 ans et 16 ans. J'habite à San Francisco depuis maintenant 10 ans. J'ai toujours été un entrepreneur. J'ai créé ma première startup à l'âge de 23 ans, c'était il y a longtemps, c'était en 96. Qui était une agence, qui est toujours d'ailleurs une agence digitale que j'ai dirigée pendant 11 ans. Ensuite, la boîte est rentrée en bourse sur Euronext. Cette boîte s'appelle Imakina, c'est une agence digitale. C'est une des plus grosses agences digitales aujourd'hui indépendantes en Europe, puisque c'est plus de 1300 personnes. Euh, Après l'entrée en bourse, moi, j'ai créé une autre startup qui s'appelle Blue Kiwi Software, qui était le premier éditeur de logiciels en SaaS en France. Autant avec ma première startup, je n'avais pas levé d'argent. Avec ma deuxième startup, j'ai levé beaucoup d'argent, peut-être trop d'ailleurs, à une époque où l'écosystème ne ressemblait pas du tout à celui d'aujourd'hui, puisque c'était en 2006. J'ai dirigé Blue Kiwi pendant 6 ans. Je me suis vite rendu compte avec Blue Kiwi que j'étais juste pas au bon endroit parce que je faisais du SaaS, on faisait des réseaux sociaux d'entreprise. Je sais pas si vous connaissez Slack ou Teams ou Workspace de Facebook, on faisait la même chose, mais en 2006. Timing is everything, by the way. On était peut-être un peu en avance de phase. Mais en tout cas, ça se passait pas en France. Tous ces modèles de SaaS qu'on était en train d'inventer à l'époque en 2006, le référentiel, il était aux États-Unis. Et donc, j'ai essayé. Je suis parti aux États-Unis en 2010 et je me suis installé à San Francisco avec Blue Kiwi. Ça n'a pas été simple. Ça a été arrivé avec une société française dans la Silicon Valley. Quand on ne connaît pas les États-Unis, c'est un exercice qui est difficile. Euh, et d'ailleurs, au final, on a vendu à une boîte européenne puisqu'on a vendu Blue Kiwi en 2012 à Atos. D'accord. Voilà. Voilà. Et à cette époque-là, en 2012, moi, ça faisait 2 ans que j'étais dans la vallée. Et, euh, et en fait, j'ai pas voulu rentrer en France. J'avais encore envie de rester dans la Silicon Valley pour comprendre l'écosystème que je découvrais. Euh, et donc, je suis resté à San Francisco et j'ai fait ce que je sais faire, quoi. C'est-à-dire, j'ai créé une autre startup. Mais cette fois, c'était une startup américaine avec des Américains dedans, des investisseurs américains, des salariés américains, basés à San Francisco, qui s'appelait Quarter, qui était dans le domaine du mobile, où on permettait d'interagir avec la télévision, Ok. notamment dans le domaine du sport. Et cette boîte n'a pas marché. Je me suis planté avec cette boîte. Et comme quoi, il suffit pas d'être dans la Silicon Valley pour que tout d'un coup, magiquement, les choses marchent. Je me suis planté essentiellement parce que je suis arrivé avec mon modèle européen dans la vallée. J'ai pas fait de reboot, de reset. J'avais pas encore le playbook de la Silicon Valley. Donc après ça, et se planter, tout le monde dit ouais, c'est pas grave de se planter, on apprend plein de choses. Non, non, c'est comme quand on tombe de vélo, quoi, ça fait mal, quoi. Donc j'ai pas voulu remonter une autre startup et j'ai créé un fonds d'investissement qui s'appelle The Refiners avec Géraldine Lemer et Pierre Gobil, qui avait pour thèse de n'investir que dans les étrangers qui voulaient s'implanter dans la Silicon Valley. Donc tout sauf des Américains, parce que on a, je pense, le playbook, on a compris quelle est la secret sauce pour un étranger qui veut s'installer dans la Silicon Valley. Ça prend du temps,
c'est s'adapter, c'est changer de mindset, c'est changer sa culture. Ça, on sait le faire. Parce qu'on a aussi un réseau important. En 10 ans, dans la Silicon Valley, j'ai construit un réseau assez puissant et que je peux connecter les gens à ce réseau-là. Et parce qu'on a accès aussi aux investisseurs américains et qu'on peut permettre aux startups de lever de l'argent avec des fonds américains et pas simplement des fonds européens. Donc voilà ce que je fais depuis 4 ans. Ok. Et j'ai investi dans 55 startups depuis 4 ans. Voilà ce que j'ai Ouais. fait. J'allais te demander combien vous avez de startups au portefeuille. C'est un portefeuille puisque vous aviez un programme d'accélération vous aviez des cohortes à un moment et puis vous investissiez aussi, vous mettiez un ticket dans chaque entreprise. Et là, c'est plus Ouais. de l'investissement plus que de l'accélération que se dessine le futur de The Refiners. Alors le futur de The Refiners, il est compliqué parce qu'on était en train de lever le fonds 2. On avait prévu de faire notre premier closing le 27 mars. Donc, super timing. Et donc, on n'a pas pu faire notre premier closing le 27 mars comme prévu. On s'apprêtait à closer 15 millions. Donc, on a été obligé de mettre le deuxième fonds de The Refiners en suspens. Et donc, on attend de voir comment est-ce que la crise se décante pour savoir si on va relever ou pas un deuxième fonds. Voilà. Donc, pour l'instant, on est un petit peu on hold, comme disent les Américains. Bon, avant qu'on parle un petit peu de cette activité d'investissement et puis de la crise en tant que telle, tu es en France, enfin, tu es aux États-Unis, pardon, tu es le plus français des Américains à San Francisco, puisque tu y es depuis un moment et tu as quand même ce regard très proche de la France. Tu es toujours à étudier, comparer un peu. Bon, je pense que comparaison n'est pas raison, mais tu as cette vision où tu as vu la croissance de l'écosystème startup jusqu'à son pic du 15 mars 2020, on va dire. Et non pas, on va pas parler d'effondrement, parce que sinon on va tous bader, mais qu'est-ce que tu as vécu avant qu'on parle de la crise? Comment tu as vécu cette ascension de l'écosystème français? Toi, tu es souvent assez critique aussi à dire que c'est un peu un coq qui se pavane un petit peu trop fort et à crier un peu trop fort dans la basse-cour. Et quel est ton sentiment déjà avant la crise sur où en était l'écosystème tech français avant que le coronavirus arrive? Ouais, c'est une bonne question. Oui, c'est vrai que depuis 10 ans, moi, je suis resté très intéressé par l'écosystème français. Pourquoi? Parce que la France, c'est mon pays et que je l'aime. Et que c'est pas parce qu'on est à l'étranger qu'on n'est plus français ou qu'on est plus attaché à son pays. Je crois qu'il faut sortir de cette vision euh, un peu nationaliste de dire on est français que quand on est à l'intérieur des frontières françaises. Euh, c'est peut-être valable pour la Corée du Nord, mais que ce soit valable pour la France. En tout cas, j'espère que c'est pas le cas en France. Donc oui, je suis l'écosystème tech français, je le connais très très bien parce que moi, ça fait depuis 96 que je suis dans cet écosystème-là. J'en suis un enfant, quoi, en fait, de cet écosystème. Et c'est vrai que depuis 10 ans, il a énormément évolué. Je peux vous dire que avant 2010 et après 2010, ça n'a strictement rien à voir. Et il y a eu un bond quantique qui a été fait. Moi, j'ai levé des fonds avant 2010. Et quand on regarde la structure, les investisseurs aujourd'hui, ils n'ont plus rien à voir avec les investisseurs avec qui je parlais avant 2010. Et les entrepreneurs aussi, le regard aussi que porte la société sur la tech et sur le monde de l'entreprise en général. Tout ça, ça a énormément changé et de façon favorable et je m'en réjouis. Maintenant, on est dans un monde et la tech, c'est un truc qui n'est pas national. C'est ça qui m'emmerde, quoi. C'est-à-dire que on est sur un terrain de jeu qui est forcément mondial. Il y a deux géants dans la tech, il y a la Chine et les États-Unis. Ce que je voudrais, c'est que la France soit pas la balle dans ce match de tennis entre la France et les États-Unis, mais soit véritablement un joueur qui m'intéresse, quoi, en fait. Sinon, si c'est pour faire la balle de tennis, quoi, en fait, c'est pas très intéressant. Ce qui me fait peur quand j'écoute la France, c'est effectivement ce sentiment quelquefois d'être arrivé alors que on est juste en train de bosser quoi, en fait et de progresser et qu'on est encore loin, très très loin du niveau des Américains et des Chinois. La question c'est est-ce qu'on n'y sera jamais? Je pense qu'au niveau
français, ça sera très difficile, mais on peut peut-être jouer au niveau européen. Maintenant, bon, est-ce que c'est possible ou pas? J'en suis pas certain non plus quand je vois la concurrence que se livrent les pays européens sur la tech et de dire ah tiens j'ai été meilleur cette année que les Allemands ou que les Anglais, etc. Non mais c'est pas eux nos ennemis quoi, en fait. On ferait mieux de jouer en équipe avec ces gens-là parce qu'en face, ce qu'on a, c'est des écosystèmes chinois et des écosystèmes américains qui sont eux ultra puissants. Donc voilà, moi, je suis quelquefois critique, mais c'est toujours dans une volonté de faire avancer. Mon discours, il est de dire, n'arrêtons pas les efforts, ne nous considérons pas comme aboutis. Il faut qu'on continue à bosser et le chemin, il est encore long. Un modèle, c'est certainement Israël. Et Israël, ça fait pas 10 ans. Hein, s'ils ont cette place aujourd'hui dans le monde de la tech, mais c'est parce que ça fait 30 ans qu'ils y bossent, quoi, en fait. Donc on est dans la bonne direction, on fait les bonnes choses, notre écosystème progresse énormément, mais il va falloir accepter que c'est un temps long, quoi, en fait, pour y arriver et qu'il faudra peut-être 20 ans, 30 ans, et ça fait que 10 ans qu'on fait ça. Voilà, c'est ça mon discours. Et je suis un peu une vigie dans la Silicon Valley. Maintenant, si ça vous emmerde, il faut pas m'écouter, quoi, en fait. Mais j'essaye juste de dire voilà ce qui se passe ici et qu'est-ce qu'on peut prendre ici d'intéressant. De quoi est-ce qu'on peut s'inspirer? Je pense qu'il faut toujours s'inspirer des meilleurs. Si vous voulez jouer en Champions League en football, il faut pas regarder les matchs de Laval, quoi, en fait. J'ai rien contre Laval, quoi. Vous regardez les matchs du Barça, quoi, en fait. C'est ça. Bon, bah voilà. Moi, je suis là-bas et j'essaye juste d'extraire ce qui me semble intéressant. Et il y a plein de conneries et de choses pas intéressantes dont il faut surtout pas s'inspirer, mais il y a quand même des trucs assez forts et des tendances très fortes dont on peut effectivement s'inspirer. Et voilà, j'essaie juste de digérer ça et avec un regard avec une double culture. Voilà ce que j'essaie. C'est intéressant d'en parler après justement sur l'impact de la crise, puisqu'on parle beaucoup aujourd'hui des modèles de croissance, de levée de fonds, les licornes, tu parles des licornes chinoises, des licornes américaines, enfin du modèle qui poussait vraiment à l'hypercroissance. On voit que ce modèle patine un peu aussi. Donc, ce n'était pas forcément le modèle idéal sur lequel s'inspirer aussi. Est-ce que c'est un échec des 10 dernières années de voir qu'Airbnb, qui est une formidable réussite entrepreneuriale dans le sens où ça a changé nos vies, etc., mais est à la peine financièrement et peut vivre des mois très compliqués. Et du coup, est-ce que ce modèle que suivait jusque mars, quand Blablacar en France, hein, Adrien. Ouais, Blablacar. C'est exactement la même chose. Hein, donc, Blablacar, qui est un peu notre fleuron avec les 3 ou 4 licornes qu'on peut considérer, même s'il y en a eu des très récentes, mais jusqu'à mars, tu vois, il y avait cet aspect français qui disait, voilà, on a le French Tech 120, on commence à avoir des entrepreneurs de plus en plus internationaux, des boîtes qui savent lever plus de 40 ou 50 millions d'euros ou de dollars, peu importe, pour s'exporter, aller vers d'autres marchés, etc. Mais est-ce qu'au final, véritablement, c'est ce modèle-là qu'il faut poursuivre corps et âme Mais c'est quel autre modèle que vous avez proposé? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire ce que j'appelle des ponycorns, c'est-à-dire c'est comme des unicorns, mais c'est à la taille d'un poney. C'est ça ce qu'on va faire, qu'en fait. Est-ce qu'il y en a un autre modèle? Moi, je veux bien qu'on se dise, ah oui, mais ce modèle de hyper croissance avec ces grosses boîtes, ah là 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 là, c'est pas bien, machin, nan. Alors, on fait quoi à la place, quoi? On fait des petits trucs qui marchent que localement, on fait des startups pour la Creuse. On fait quoi en fait? Non, je pense que c'est pas ça le sujet. Et alors, si on a fait beaucoup de progrès ces dernières années, il faudrait pas non plus que on revienne en arrière et qu'on se remette à faire des trucs qui soient tout petits, quoi. Non, il faut, je pense. Alors, je suis un peu provocateur, c'est mon style et je suis sûr que c'est pour ça que tu m'as invité. À 8h du matin, c'est un peu dur pour moi, mais pour vous, c'est l'heure de l'apéro, donc vous pouvez à la limite prendre un bon verre de vin et écouter mes conneries, en fait. C'est plus digeste. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je pense qu'il faut garder en tête que oui, la technologie peut régler des problèmes de société, ok? Il peut régler des problèmes de société à une échelle mondiale. Ok, et pas simplement à une échelle locale, pas simplement à une échelle nationale, à une échelle mondiale. Et dans ce jeu-là, les entrepreneurs français, comme tous les autres entrepreneurs de la terre entière,
ont qu'une carte à jouer et sont hyper smart, hyper créatifs et doivent jouer cette carte-là, pas simplement au niveau local, pas simplement au niveau national et donc au niveau global. Et donc, si on est sur un terrain de jeu global, il faut en accepter le modèle de croissance, c'est-à-dire que effectivement, ça n'a pas de sens de créer un Salesforce, un CRM pour le Benelux. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que quand on crée un outil de CRM comme Salesforce, on crée un outil pour le monde entier et il s'applique au monde entier. On ne va pas créer une entreprise Uber à Limoges et puis une autre société qui fait la même chose à Dijon. Non, on va créer un acteur effectivement qui est globalisé. Ça implique des modèles de croissance forte parce que la planète a besoin de ce service-là à peu près en même temps, donc on est bien obligé de croître de façon globale et exponentielle, et c'est très capital intensive. Maintenant, la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que tous les projets qu'on a nourris ces dernières années sont tous utiles pour la planète? Mais ça, pour moi, cette question, elle n'est pas nouvelle, elle était déjà d'actualité avant. La réponse est non. On n'a pas besoin de 268 TikTok, quoi. C'est sûr. Il y a d'autres trucs plus intéressants. Et je pense que la technologie peut régler des véritables problématiques métiers. Alors attention, moi je rentre pas dans je sais que c'est très d'actualité, les trucs à impact, machin, faut faire attention à pas non plus. Ce que les Américains ont compris, par exemple ici dans la Silicon Valley, c'est que la tech c'est une industrie. Ok, une industrie, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est un business. Oui, ils n'arrêtent pas de répéter à longueur de journée We want to make the world a better place, comme si c'était des Marvel super-héros qui allaient sauver le monde grâce à de la technologie. Bullshit. C'est du business, c'est une industrie qui fait du cash. La Silicon Valley est à la tech ce que Hollywood est au cinéma. Est-ce que Hollywood fait les meilleurs films du monde? Non. Mais Hollywood fait un paquet de films et fait un paquet de pognon par de la production de contenu vidéo. Silicon Valley fait la même chose avec la tech. Ce que j'ai peur en ce moment, par exemple, si tu me poses la question sur l'écosystème français, c'est qu'il y a ce tech for good, là, machin, nanana, et qu'on va transformer la French Tech en une énorme fondation mondiale, qu'en fait, pour sauver la planète avec de la technologie, et pas se poser la question vraiment du modèle économique et de la pérennité du truc. Derrière, il y a quand même, si c'est capitalisé, il y a des gens qui donnent de l'argent. Cet argent, ils vont en avoir besoin. Il leur faut un retour sur investissement. Sinon, ils vont arrêter de le donner. Ou alors, on est dans une version nationalisée où c'est l'État et l'argent public qui vient financer la tech. Ce qui est un peu le cas un peu en ce moment et puis même avant. On va en parler de notre question pour toi parce que c'est une grosse différence avec les US. Sachant qu'il y a des modèles, on parlait d'Israël tout à l'heure, mais Israël a démarré aussi par une présence hyper forte de l'État dans les fonds d'investissement, mais qui s'est arrêtée. En France, on a ce problème de ne pas réussir à faire décoller le venture avec des investisseurs privés. Quasiment tous les fonds d'investissement ont la BPI au capital. On reviendra sur cette question, mais sur le modèle de croissance, c'est vrai que nous, en France, en ce moment, tous les fonds disent deux choses, grosso modo. Oui, on va investir dans des boîtes qui ont un vrai sens. Donc, est-ce que c'est de l'impact pur, mais au moins qui a un sens environnemental, etc. Donc, il y a ce concept-là qui est très fort et qui est sur tous les fonds, que ce soit Seed, Serie A, Growth, etc. Enfin, tous les fonds veulent intégrer cette dynamique-là. Et l'autre tendance, c'est de dire, ouais, nous, on veut investir dans des boîtes plus saines. On en a un peu marre de l'hypercroissance et on veut aller un peu vers plus de profitabilité. Alors qu'il y a 2 mois, ces mêmes fonds refoulaient des projets où ils leur disaient, non, mais nous, ça ne nous intéresse pas d'investir chez vous, vous allez être rentable dans 12 mois, on ne sait pas faire quelque part, quoi. Donc, est-ce que c'est la même chose des fonds américains ou à San Francisco, du moins? Et comment tu vois cette analyse-là? Tu t'as parlé un peu de l'impact, mais sur la profitabilité, un peu la recherche de profitabilité plus que de l'hypercroissance, est-ce que c'est un peu bullshit, ce discours? Je ne sais pas comment analyser ce truc, mais tu as raison, hein, tout ce que tu dis, tu fais bien de le souligner. Moi, ce que ça me fait dire, c'est quoi? C'est quand tu dis on va arrêter, on va financer des projets plutôt à impact, machin, nanana, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que on va financer des projets qui servent à quelque chose, ou qui règlent un véritable problème. Mais ça aurait dû être le cas depuis le début, quoi, en fait.
Enfin, je sais pas. Si c'est pour financer des trucs qui servent à rien, oui, effectivement, quoi. En fait, bon, ça c'est la première chose. Ensuite, tu dis, oui, puis on va arrêter les modèles d'hypercroissance, on va back to the basics et regarder la rentabilité des boîtes. Ben, là aussi, c'est pareil, quoi, en fait. C'est pas parce que c'est un truc à hypercroissance que c'est pas rentable, hein. Et que ça peut pas être rentable. Donc, la vraie question, si la question c'est, et tant mieux, hein, que les fonds français disent aujourd'hui, ah ben, on va financer des trucs qui servent à quelque chose et qui ont un modèle économique, bah, super, on a vachement progressé. Parce que oui, c'est effectivement la bonne recette, quoi, en fait. Donc, est-ce qu'on se pose cette question-là dans la Silicon Valley? Moi, je pense que, en tout cas, les bons fonds, hein, il y a 1200 fonds, hein, dans la Silicon Valley, hein. Donc, il faut redonner aussi un peu les chiffres. Et il y a beaucoup, beaucoup de fonds très, très, très mauvais, quoi. OK? Et Mm. puis avec de l'argent qui vient du monde entier. C'est assez complexe comme environnement. Les bons fonds, c'est un peu comme les chasseurs, quoi. Il y a les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. On a du mal des fois à faire la différence entre les deux. Mais en tout cas, les bons fonds se posent des vraies questions et se disent à chaque fois qu'ils investissent, est-ce que c'est un projet qui est en train de régler un véritable problème et est-ce qu'il y a un modèle économique associé à ce truc-là, Mm. à court ou à moyen ou à long terme, peu importe, ça c'est pas grave. Euh, euh, Ça les empêche pas aussi de faire des conneries, hein, bien évidemment, parce que c'est difficile, parce que des fois c'est pas simple, hein, euh, mettez-vous à leur place, hein. Imaginez un gamin qui vient vous voir et qui vous dit bah, j'ai inventé une application qui permet de prendre une photo qui disparaît dans 24 heures. Et Mm. vous dites mais c'est quand même très con, quoi, comme truc. Bah ouais, Mm. mais c'est Snapchat. Voilà. Et aujourd'hui, bah, Snapchat, c'est un des outils de communication préférés des ados. C'est pour ça qu'ils font des erreurs. C'est parce que c'est difficile des fois de distinguer euh, le bon du plus mauvais. La frontière entre vision et hallucination est souvent très très faible. Ouais, et j'ai une question pour toi. Il faudra savoir s'il y a des fonds. On a eu la chance d'interviewer le fonds Make Sense, qui était une association à la base en France d'entrepreneuriat social, enfin pour favoriser dans le monde l'entrepreneuriat social. Ils ont créé un fonds. Ils ont levé 10 millions d'euros auprès de LP comme Orange, la Caisse des dépôts, etc. Et leur rémunération du fonds est partagée à la fois sur des critères financiers, donc le carry d'interest sur des critères financiers, mais aussi sur des critères d'impact pour chaque projet où ils déterminent ben voilà, combien de carbone ils ont économisé, combien de personnes handicapées ils ont permis d'accéder à des biens ou des services, combien, etc. Et donc, en fait, ils ont des critères d'évaluation de la performance qui ne sont pas que économiques et financiers. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait voir dans la Ah, Silicon tu Valley connais? ou c'est un business? Non, non, jamais. Euh, non, mais ce que tu décris, c'est top, c'est génial. Pour moi, c'est comme si une fondation ou une association à but euh, quelque part caritatif, quoi, en fait, c'est-à-dire for good, adopter des règles du venture. En Hmm. fait, c'est ça. C'est-à-dire que mais c'est pas du venture. Et les LP que tu cites, là, les Orange, etc., s'achètent quelque part comment dire, de la crédibilité, de l'impact sociétal, etc., parce qu'ils en Hmm. ont besoin, quoi, en fait. Donc, et je suis pas certain qu'Orange cherche une rentabilité à travers ça. Les Hmm. LP, c'est-à-dire les gens qui mettent de l'argent dans ces fonds-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le venture, c'est un produit financier. C'est-à-dire Hmm. que vous avez des gens qui ont un paquet de cash, OK, et qui doivent prendre des décisions où est-ce qu'ils placent cet argent. Et sur le Hmm. marché, ils ont différents produits financiers. Ils ont la bourse, le marché public, ils ont, je ne sais pas, ils peuvent mettre dans l'immobilier, ils peuvent investir dans des matières premières, dans tout un tas de projets, dans le private equity. Et il Hmm. y a, parmi tous ces produits financiers, il y a une case qui s'appelle le venture, qui est un produit financier particulier, qui est très risqué, mais avec des retours qui sont beaucoup plus supérieurs, normalement, aux autres produits financiers. Si vous n'avez pas un retour économique fort, ok, bah, votre produit financier il est pourri. Donc personne va mettre de l'argent là-dedans. Qui sont ces LP? Alors, ils sont très différents aux États-Unis qu'ils sont dans le reste, en France notamment. Ce sont des corporates, c'est-à-dire des grandes entreprises qui ont du cash, quoi, en fait, qu'ils doivent placer,
plutôt que de le garder sur un compte en banque, ils font des placements, quoi, en fait. Des hedge funds ou des fonds de pension qu'on n'a pas, par exemple, en France, mais les retraites aux États-Unis, elles sont capitalisées. Donc, ça veut dire il y a des gens qui ont énormément de capitaux et qu'il faut placer. Donc, il y a ça. Ça peut être des fondations. Ça peut être des universités, beaucoup d'universités qui ont beaucoup de cash aux États-Unis, qui placent cet argent-là, notamment dans le venture. Bref, et des individuals, hein, des family office, des choses comme ça. Et ils regardent le venture comme un produit financier avec un rendement. Donc, si vous n'avez pas ce rendement-là, ils font pas leur boulot. Eux, ils ont besoin. Les fonds de pension, par exemple, ils ont besoin d'un rendement parce que c'est ça ce qui permet de payer les retraites des gens. Donc, il faut un rendement. Bah, écoute, Désolé, hein, mais c'est de la finance. Hein, on est d'accord, ouais, et tu fais bien de le rappeler parce que parfois c'est quelque chose qu'on oublie. J'ai une dernière question pour toi. D'ailleurs, posez vos questions dans l'onglet à droite. Je vais les prendre et les intégrer progressivement. Avant qu'on parle de l'impact de la crise, et justement, tu as cette vision de l'écosystème français et on a parlé du rôle de la BPI qui était croissant et très important même avant, et puis ça s'est prouvé même pendant la crise d'ailleurs. Comment tu voyais ça? Toi, tu as une vision assez critique aussi de on va dire, de la naïveté ou de l'aspect trop materné des entrepreneurs français. Tu compares les cafards et les labradors et c'est intéressant de revenir là-dessus, qui fera une bonne transition justement sur la crise et la manière dont on va évoluer ce prochain mois. Ouais, c'est deux choses différentes. Hein. Je n'associe pas ma vision du cafard et du labrador avec la BPI. C'est aussi un des aspects, je pense, enfin, tu me le diras, mais le fait Ouais. d'avoir été trop aidé, trop materné, l'argent est Non, mais assez accessible. ouais, ouais. Euh, il y avait besoin en France d'un changement de paradigme par rapport à l'entrepreneuriat et par rapport à la tech. Ok. Euh, Historiquement, on a besoin en France que la chose vienne du haut. C'est comme ça. C'est quand on a affaire, quand on a besoin de faire des modifications profondes de notre société, il faut que ça vienne du haut. Alors, on peut le regretter. Quelqu'un dit dans le chat que c'est du colbertisme. Il a raison, qu'en fait. Mais bon, c'est comme ça. Ça remonte à Louis XIV, comme dit David dans le chat. Il a raison. Mais notre société française, c'est une vieille société avec des vieux réflexes, etc. Et moi, je pense que ce qu'a fait la BPI, c'est ça, c'est qu'elle a pris la responsabilité de ce changement de paradigme et elle l'a fait venir du haut et elle l'a très très bien fait. Et il y avait que, je sais pas, la BPI, mais en tout cas, ça ne pouvait se faire que comme ça. Et ça a été plutôt bien fait, assez rapidement. Et donc, elle a orchestré ce changement-là. Et ce changement-là a eu lieu. C'est-à-dire qu'il y a la tech est devenue un sujet. On a des startups qui se sont mis à fleurir dans notre société et c'est tant mieux. On a une nouvelle génération qui, je le rappelle, avant ça, quand on faisait des sondages, voulait devenir fonctionnaire en grande majorité, et qu'aujourd'hui, quand on fait les mêmes sondages, ils veulent devenir entrepreneurs. Donc, ce changement de société, il a eu lieu et il fallait le faire par le sommet. C'est ce qui a été fait et il fallait injecter beaucoup de cash. Et d'ailleurs, by the way, quand on parle de la Silicon Valley, c'est aussi comme ça que ça s'est passé dans la Silicon Valley. Le truc, c'était que c'était il y a 50 ou 60 ans, mais c'est essentiellement la DARPA, c'est-à-dire les fonds du Pentagone et de l'armée, c'est-à-dire des fonds publics qui ont permis de faire émerger le monde de la tech ici dans la Silicon Valley à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais c'est super intéressant de voir comment la Silicon Valley s'est émergée. C'est pas, on n'est pas passé des abricots, parce que c'était des champs d'abricots ici dans la Silicon Valley, à de la technologie sous comment dire, la vision éclairée de quelques entrepreneurs. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y a eu une démarche publique et un effort public qui a permis de faire émerger ça. La BPI ou le gouvernement, hein, parce que la BPI c'est simplement l'organe qui opère en fait cette politique qui est une politique gouvernementale. Elle fait ce travail-là. Et sincèrement, elle le fait plutôt bien. On le fait à la française, c'est-à-dire qu'on saupoudre, machin, etc. Mais parce qu'on a besoin de changer l'intégralité de la société. Donc voilà.
Après, cette histoire de cafard et labrador, c'est que on a effectivement, en faisant ça, mais c'est peut-être un mal nécessaire, créé une génération d'entrepreneurs qui vit un petit peu sous perfusion, qui a l'habitude de recevoir des aides et qui, grosso modo, s'ils ne reçoivent pas ces aides-là, ils montent pas ces startups, etc., etc. Donc, c'est en ça que je distingue l'ère des cafards et des labradors. Aujourd'hui, on a une météorite qui vient de s'écrouler sur Terre. Et que quand une météorite tombe sur Terre comme au Crétacé, s'il y a des cafards et s'il y a des labradors, je suis certain que les labradors vont mourir et je suis sûr que les cafards vont rester. Voilà, je rappelle qu'au Crétacé, quand la météorite est tombée, tout animal de plus de 25 kilos a disparu de la surface du globe. Donc aujourd'hui, il fait mieux être petit, moche et sous terre à creuser et à se poser les bonnes questions et être super lean que d'être joli comme ça avec le poil soyeux et être l'animal préféré des enfants et recevoir la pâtée en fait tous les jours. Ceux-là, ils vont avoir du mal dans le monde dans lequel on est en train de se diriger parce que l'accès au capital va se raréfier. Effectivement, si tu n'as pas un vrai modèle économique avec du vrai business, c'est pas les RP, c'est pas tes articles dans la presse qui vont te faire vivre, hein, quoi, en fait. Hein. Ouais, C'est fini. Hein. Donc, il ouais. va falloir une vraie réalité business à ce que tu fais. Ouais, c'est très clair. Et pourtant, on a l'impression qu'aujourd'hui, en France, tu dois avoir déjà cette vision, mais on a l'impression qu'on est un peu en stand-by, on est un peu en apesanteur. Oui. On est sous perfusion du chômage partiel, des PGE, de l'argent bancaire. Donc, ça, c'est aussi assez intéressant de voir que l'État a sollicité très rapidement et il y a déjà plus de 80 milliards d'euros qui ont été distillés auprès d'énormément d'entreprises par les banques, contre-garantie par la BPI, encore une fois. Donc un peu, on sait pas trop, on a l'impression qu'ils tirent un peu sur tout ce qui bouge et on verra plus tard, on fera la note plus Ouais. tard. Ouais, c'est Mais exactement ça. c'est dangereux, quoi. On ne sait pas, parce que même du point de vue des entrepreneurs, ils sont plus, ouais, ça va le faire. Alors, est-ce que c'est un optimisme aveugle ou est-ce que c'est, on va prendre une énorme claque dans 3 à 6 mois parce que les gros vont commencer à vaciller, parce que l'argent qu'on a mis à disposition en mars-avril, il n'y en aura plus du tout en septembre à décembre, que ce soit des VC, des banques ou de la BPI, les caisses seront vidées. Et comment cette période où à San Francisco, il y a une réalité plus marquante qui est celle des grosses boîtes qui prennent cher aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu Ouais, viens de dire. bon, les Et énormes- je vais essayer, je vais utiliser une analogie parce que j'aime bien utiliser des métaphores. Cette histoire de crise, voilà à quoi elle me fait penser. C'est comme si on était tous allés à l'aéroport avec chacun de notre destination, et puis qu'on nous avait annoncé que le vol était retardé. Alors, votre première réaction, quand vous arrivez à l'aéroport, que vous êtes déjà un petit peu à la bourre, que c'est stressant, et qu'on vous dit, ah ben non, le vol est retardé, on est en colère. La première réaction qu'on a, c'est de la colère. On s'en prend au guichetier Air France, et puis finalement, on se rend compte qu'il n'y a rien à faire, que ce guichetier, il y est pour rien. Et donc, on décide de prendre notre mal en patience. On va chercher 2, 3 macarons au stand de la durée. On s'assoit dans la salle d'embarquement, on met un casque et on lit un livre. C'est un peu le sentiment que j'ai quand je regarde la France en ce moment. Tout le monde a l'impression que le vol a été retardé et tout le monde a été chercher 3 macarons à la durée. Tout le monde s'est assis en salle d'embarquement, tout le monde a mis son casque, tout le monde lit un livre, se fait pousser la barbe. Non, tu l'avais déjà avant, mais je vois ça. Euh, le problème, les gars, c'est que le vol n'est pas retardé, le vol, il est annulé. Voilà la réalité le monde dans lequel on vit, c'est qu'on n'a pas un vol retardé, on a un vol qui est annulé. Si le vol est annulé, alors euh, ça ne sert à rien de rester en salle d'embarquement. Okay, quand on vous annonce que le vol est annulé, ce que vous faites généralement, c'est que vous récupérez vos bagages et vous cassez, quoi, en fait, quoi, et vous changez votre plan, vous changez votre destination. Or, aujourd'hui, on a des gens qui n'ont pas compris que le vol était annulé et qui sont en salle d'embarquement avec leur casque en train d'écouter de la musique classique
et de lire le dernier bouquin à la mode. C'est ridicule. Voilà. Donc, on aurait mieux fait d'expliquer aux gens que non, le vol, il est annulé. Alors, on a une chance énorme en France, c'est qu'on a une assurance annulation. C'est ça le chômage partiel. C'est-à-dire qu'on vous dit, bon, les gars, le vol est annulé, mais il y a 80% de votre billet d'avion en fait, qui vous est remboursé. Et on a un tas de trucs. Mais les gens sont toujours en salle d'embarquement. Moi, je comprends pas quoi, en fait. Ils attendent. Il y en a même certains qui ont dormi en fait, en salle d'embarquement. Ils se sont dit, bah, tiens, j'ai piqué un petit somme en attendant, quoi, en fait. Et moi, je souhaite bonne chance au gouvernement pour réveiller tout ce beau monde et de leur dire, non, non, mais attendez, les gars, en fait, il faut partir maintenant, quoi, en fait. Il faut s'en aller. Ça va être très, très compliqué. Aux États-Unis, on n'a pas expliqué que le vol était retardé. D'ailleurs, personne n'explique rien. De toute façon, on a un président qu'on peut même pas écouter, quoi. Donc, je vous rappelle quand même qu'il a proposé de faire des injections de Javel en fait, pour soigner le virus. Donc, ça fait longtemps que plus personne n'écoute Trump, à part quelques rednecks au fin fond du Midwest américain, sur leur tracteur une fois par semaine. Mais aux États-Unis, les gens ont compris que le vol était annulé. OK? Et c'est brutal. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sous anesthésie, ils n'ont pas d'annulation de billets ou de quoi que ce soit. Il y a 26 millions de chômeurs. Samedi, j'ai été faire mes courses au supermarché. Je passe à la caisse, je discute avec le caissier et qui me dit ah mais t'es français parce qu'il a dû reconnaître mon accent de merde et il me dit mais moi aussi je suis français. J'étais serveur dans un restaurant français d'ailleurs de San Francisco. Du jour au lendemain, j'ai perdu mon job. J'ai pas de thune et le seul boulot qui m'est proposé aujourd'hui, bah, c'est soit livreur pour Amazon, soit d'aller bosser dans un entrepôt chez Walmart ou au supermarché chez Whole Foods où j'étais, etc., etc. C'est brutal ici. Moi, dans ma rue, j'habite à San Francisco, dans un quartier qui s'appelle Coal Valley. Chaque semaine, il y a un camion de déménagement. C'est-à-dire que les gens ici perdent leur boulot le lundi, ils ont le mardi pour pleurer, le mercredi pour faire leur carton et le jeudi ils se barrent, quoi, en fait, quoi. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment ici aux États-Unis. Il y a d'une brutalité énorme. Je suis pas en train de dire que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Je fais pas du tout l'apologie d'ailleurs de la société américaine là-dessus. On a énormément de chance en France d'avoir un système qui nous protège. Et quand on vit aux États-Unis d'ailleurs, on déteste deux catégories de personnes. C'est les gens qui veulent supprimer tout ce système public qu'on a et de soutien à la population, mais aussi ceux qui en profitent et qui en abusent. C'est tellement précieux. Donc voilà. Ici, il y a une brutalité. On est en train de leur couper un membre, ok, sans anesthésie. Alors que nous, on a une anesthésie. Le problème quand on est anesthésié, c'est clair, ça fait pas mal, mais on n'est pas sûr de se réveiller. Voilà la vraie problématique. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que la société française, y compris ses entrepreneurs, ont été anesthésiés. Ok, c'est pas très douloureux, ou peut-être que c'est une anesthésie locale, mais l'anesthésie, c'est dangereux. Voilà. Et le vrai danger d'une opération, c'est pas l'opération elle-même, c'est justement l'anesthésie. Donc voilà, si je devais faire un comparable entre la société américaine et la société française, maintenant je sais pas qu'est-ce qui est mieux qu'en fait. Sans être futurologue, ça me permet d'ailleurs de faire une petite pub pour Silicon Carnet. Je mets le lien des podcasts parce que tu as eu un super podcast hier ou avant-hier avec une futurologue qui. Rappelle Bido Waddington, ouais, qui est française, hein, mais et il y a aussi Romain Dillet qui est senior éditeur chez TechCrunch, qui lui aussi est français dans ce podcast. Et on parle du futur, effectivement. Ouais, et sans avoir toi-même ta boule de cristal, mais tu penses quoi qu'il va y avoir un reality check en novembre où on va tous prendre cher chômage? Ou alors est-ce que ça peut être un sacré pari de se dire on met sous perfusion l'économie globale d'ailleurs, hein, parce qu'on parle des startups, mais on est une petite partie de l'économie numérique et une petite partie de l'économie française. Mais on est la partie qui fait le plus de bruit pour tous les enjeux qu'on connaît, politiques, économiques, etc. Mais est-ce qu'on va quand même se réveiller à prendre cher ou est-ce qu'on va réussir quand même en faisant ça à maintenir sous perfusion les boîtes le temps que l'activité reprenne ou commence à reprendre ou commence à revenir? En fait, j'ai l'impression que, et ça aussi c'est une des différences entre la France et les États-Unis,
on a fait le choix en France d'endetter les boîtes. Parce que là, ce qu'on est en train de donner aux entreprises, hein, il y a beaucoup de dettes là-dedans. Hein. C'est-à-dire qu'il faudra le rembourser. Alors, comme on a un taux d'imposition en France qui est très élevé pour le particulier, et on a vu qu'on ne peut plus augmenter ce taux-là, les gilets jaunes, etc., le français, il peut plus accepter en fait d'imposition supplémentaire à titre personnel. Ben, on a endetté les entreprises. Voilà ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a prêté à des boîtes en leur disant il va falloir nous le rendre cet argent-là. Et à un moment ou un autre, alors ça aide en ce moment, c'est clair, ça permet de passer le cap. Mais on va se réveiller de cette crise-là avec un paquet de dettes, ok, sur le dos des entreprises. Et c'est ce qu'a fait, Karim a absolument raison de le dire, c'est ce qu'a fait l'Allemagne en 2008-2009 pour absorber la crise financière, et elle s'est rendue compte que c'était une connerie. Parce qu'aujourd'hui, l'Allemagne, comment est-ce qu'elle réagit à cette crise-là? Elle fait la même chose qu'elle a fait en 2008-2009, mais elle dit, vous avez pas besoin de nous le rembourser, en fait. C'est de la, c'est de la, je sais pas comment appeler ça, c'est une aide. Donc, c'est pas un prêt. Pourquoi? Parce que si vous endettez très, très fortement les entreprises aujourd'hui, ça, c'est l'anesthésiant, et que vous leur donnez du cash, et à la sortie de crise, vous handicapez leur compétitivité. C'est-à-dire qu'elles vont être face à la concurrence avec énormément de dettes à devoir rembourser, donc elles seront moins compétitives. Aux États-Unis, on a fait un choix qui est un petit peu différent. C'est qu'on a fait le choix de la faillite. C'est-à-dire qu'on a accepté que des boîtes meurent. Alors c'est très américain, bien évidemment. C'est-à-dire que si des boîtes doivent mourir, autant qu'elles meurent. Et ce qu'on dit ici aux États-Unis, pour vous donner un peu l'état d'esprit, c'est de dire bon, voilà, ta boîte, elle est morte, qu'elle meure. Et de toute façon, si tu es un entrepreneur, tu en recréeras une autre demain, en fait. Tu repartiras de zéro. Et donc, il y a une sorte de flush, de chasse d'eau, en fait, avec tout un tas de sociétés qui doivent mourir et qui mourront. By the way, cette crise ne fait qu'accélérer un phénomène, c'est-à-dire que si tu n'étais pas bon avant la crise, forcément, ça accélère ta médiocrité pendant la crise, et qu'on n'essaye pas de sauver ce que les Américains appellent des walking dead, c'est-à-dire des zombies qui, de toute façon, sont déjà morts, mais les zombies, c'est les seuls qui pensent qu'ils sont vivants, en fait. On pourrait se poser d'ailleurs la question d'Air France, est-ce que c'est pas un walking dead? Parce qu'on est en train d'injecter 10 milliards de dollars dans une boîte qui vaut à peine 2 milliards, en fait, et qui fait des résultats assez médiocres depuis déjà des années. Shamat, qui est le CEO, il a un nom imprononçable, Palitaliaga ou un truc comme ça. Je suis désolé d'écorcher son nom, qui est le PDG de Social Capital ici aux États-Unis, disait il faut laisser mourir ces boîtes, ok, parce que en fait vous avez l'impression de sauver les entreprises ou de sauver les salariés en faisant ça. Or en fait vous ne sauvez rien du tout. Ce qu'on est en train de sauver, c'est les créanciers. C'est ceux qui ont une dette avec ces gens-là. Quand on donne de l'argent à Air France aujourd'hui, en fait, on sauve les banques et l'État qui a prêté énormément d'argent à Air France, et que si jamais Air France devait mourir, ne retrouverait jamais cet argent. Donc, on est en train de sauver les créanciers. On n'est pas en train de sauver la boîte. Je veux dire, si Air France demain meurt, les avions vont pas disparaître de la planète. Ils vont être rachetés, ils vont être par d'autres compagnies, etc. Les salariés vont pas être fusillés. C'est pas parce que Air France meurt qu'on va créer un peloton d'exécution et qu'on va fusiller tous les salariés d'Air France. Bien sûr que non. Je ne dis pas que ça va être facile, que c'est agréable, etc., etc. Mais en revanche, ce qu'on va fusiller, ok, c'est la dette de l'entreprise. Si elle rentre en chapter 11, si elle rentre en redressement. Et ça emmerde beaucoup de monde, ça emmerde les créanciers, les banques qui, eux, ont fait cette dette-là. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire, ces gens-là, qui perdent leur dette, quoi, en fait? On s'en fout, ce sont des financiers. Peut-être qu'ils iront pas en vacances à Saint-Tropez cet été. So what, quoi, en fait? On n'en a rien à faire. Donc, il y a une forme d'hypocrisie, je pense, où on nous dit qu'on essaye de sauver des entreprises, qu'on essaye de sauver de l'emploi. En fait, bullshit. On sauve des créanciers, des gens qui ont fait de la dette et qui ont besoin que cette dette reste active et qu'on la rembourse. Et c'est ça qui m'emmerde. Je préférais à la limite que les boîtes meurent. Tant pis pour les créanciers.
Clairement aussi, ils veulent, ce que veut faire l'État, c'est sauver l'emploi. Et beaucoup de ces startups aussi, on parlait de Blablacar tout à l'heure, mais il y en a d'autres qui sont très impactées, ou même des prochaines licornes, ou des très très grosses startups françaises qui embauchent énormément de personnes, même des banques, des boîtes Sigfox, De Vialet, Launcher, etc., Open Classroom, des boîtes qui sont d'ailleurs dans des secteurs comme Doctolib ou Open Classroom qui vont être plutôt porteurs. Mais il y en a qui prennent cher, quoi, et on veut sauvegarder l'emploi. Est-ce que c'est pas aussi sauver les investisseurs des fonds qui ont Absolument. mis cet argent? Parce que les fonds eux-mêmes veulent sauvegarder leur performance aussi. C'est-à-dire que on est un écosystème jeune, comme tu l'as dit. Si on a des fonds qui meurent pendant cette période et tu as écrit un article, un billet disant c'est quoi l'avenir des fonds VC, est-ce que dans 6 mois, les LP vont investir dans des fonds de venture français jeunes dont les performances sont gravement dégradées par la crise? C'est une vraie question, quoi. La réponse est non. La réponse est non, en tout cas. Et le problème, c'est que les seuls qui pourraient dire oui, c'est la BPI. Et la BPI, elle est très occupée à essayer de sauver les entreprises. A raison, hein, d'ailleurs. Donc, en sortie de crise, est-ce qu'elle aura encore des fonds pour, après avoir fait tout ce plan de sauvetage des entreprises, dire ah non, mais il m'en reste encore de l'argent pour investir dans des fonds? Je suis pas sûr. Et je rappelle que la BPI finance une grande partie des fonds français, pour pas dire la totalité, et dans des proportions qui sont assez importantes. Je sais pas, j'ai pas les chiffres exacts, mais je pense que c'est entre 20 et 40% quand ils interviennent dans un fonds, en fait. Euh, donc, oui, tu as raison. Il y a des fonds qui vont y rester, c'est sûr. Il y a des fonds qui vont y rester. Mais c'est assez. Peut-être que je suis devenu trop américain, hein, vous allez me dire. Mais c'est ça qui m'intéresse justement, c'est discuter avec vous et de comprendre et de reprendre une dose de France. Euh, c'est c'est pas grave. Ouais, mais nous, on a du mal à accepter ça, hein, c'est clair. Ce que Mais tu oui, dis, mais en fait, c'est pas grave. Blablacar, drame dans la French Tech si et je leur souhaite évidemment pas du tout, que Blablacar, Deezer ou autre, l'activité s'arrête, quoi. Et c'est jamais, ça c'est du quasi jamais vu en France qu'une start-up ou une boîte même, tu vois, on parle toujours d'OVH qui est plus une start-up, ça a 25 ans OVH quasiment. Mais on a beaucoup de mal à imaginer ça, quoi. Ça c'est clair. Une fermeture d'une boîte emblématique. Pour Blablacar, c'est clair, il y a un vrai problème chez Blablacar. Mais le problème, Blablacar est sur un modèle qui, avec des marges qui sont très très faibles, hein, sur son activité. Le problème de Blablacar, c'est que son activité s'est arrêtée brutalement à cause de la crise. Pas forcément à cause d'eux, c'est pas les gens qui ont décidé, c'est pas le marché, c'est pas l'offre, c'est pas la demande qui a décidé tout d'un coup en se disant non mais Blablacar c'est pourri, je veux plus prendre de Blablacar. C'est bien une décision injuste d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie quoi, en fait, qui a fait qu'on est rentré en confinement et que les gens ne se déplacent plus quoi, en fait. C'est vrai aussi pour Air France, pour la SNCF et aussi pour Blablacar. Et que en plus on rajoute à Blablacar quelque chose qui est assez cruel, c'est que qui voudra monter dans une voiture avec des gens qu'on ne connaît pas et se voir peut-être infecté parce que on va pas se trimballer tous avec une couleur sur notre front pour savoir si on a le Covid ou si on n'a pas le Covid. Donc, c'est compliqué pour Blablacar. La situation elle est effectivement très, très compliquée. C'est la même chose pour Airbnb ici aux États-Unis. Ouais, allez, Ici, c'est ce que tu penses de la levée d'1 milliard d'Airbnb, mais c'est la même chose. Ils oui, viennent c'est de la le même. Moi, je pense pas que bon, leur activité va chuter, c'est déjà le cas, quoi, en fait, dramatiquement. Ça, c'est clair. Maintenant, quand on va sortir du confinement et quand la crise sanitaire sera derrière nous et quand on aura trouvé un vaccin, le problème, c'est que tout ça, rajouté bout à bout, ça fait un paquet de temps. Je pense que les fondamentaux, c'est-à-dire la proposition de valeur de Blablacar, elle reste réelle, elle reste bonne. Donc, ça devrait redémarrer. Donc, la question, et moi, je n'ai pas de réponse hein, par rapport à ça, mais c'est la question qu'on devrait se poser, c'est de dire, OK, si c'est le cas et que les fondamentaux sont réels, alors il faut financer Blablacar jusqu'à ce que la reprise ait lieu. Parce qu'on a besoin d'une boîte comme Blablacar parce que elle a du sens et qu'elle a de la valeur en fait sur le marché. Ce que je pense, hein, moi personnellement, c'est ce que je pense. Mais j'en sais rien, j'ai peut-être tort. Hein.
Est-ce qu'on a besoin d'Airbnb? Oui, je le pense. Maintenant, aux États-Unis, c'est beaucoup plus cruel. C'est-à-dire que Airbnb, ce qui est taré, c'est que cette boîte qui pouvait lever de l'argent sans aucune difficulté auprès des investisseurs, tout d'un coup, avec la crise, n'a plus d'accès au capital des investisseurs. D'ailleurs, on reproche à Brian Chesky de ne pas être rentré en bourse et d'avoir trop tardé à rentrer en bourse. Et elle est obligée aujourd'hui de faire appel à la dette. Et elle vient d'emprunter 1 milliard de dollars à un taux de 10%, entre 10 et 12%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Airbnb emprunte à 10-12%. C'est la fin du monde, les gars, quoi, en fait. Si Airbnb emprunte à 10-12%, c'est la fin du monde. Ah, c'est violent. Ouais. C'est hyper intéressant. On va arriver au terme du webinaire. Il y a quelques petites questions. Je voulais quand même te les poser. Bon, il y a une personne qui te demande si tu retournes souvent à Limoges pour faire buzzer l'écosystème Limoujo. Je retourne pas à Limoges pour faire buzzer l'écosystème. Je fais, malheureusement, non, je retourne à Limoges pour manger du riz de veau, du boudin, euh, des côtes de bœuf, et j'adore. Je reviens à Limoges tous les ans. J'adore ma région. Je suis très attaché au Limousin, que je trouve une région magnifique et très belle. D'ailleurs, en période de confinement, je vous invite à aller faire un tour à Limoges cet été ou en Creuse. La campagne est sublime et magnifique. Et justement, cette crise-là, on va voir un retour, on en parle d'ailleurs dans mon Silicon Carnet, un retour vers des zones plus rurales et des choses comme ça. Et on va voir une sorte de ruissellement finalement et répartition en fait de la valeur des talents, des choses comme ça, avec sur l'ensemble du territoire et moins de concentration dans les pôles urbains, etc., etc. Non, oui, j'adore Limoges, mais je fais pas beaucoup de business à Limoges. Il y a une question sur la crise sanitaire aux US, qui est quand même le pays le plus touché au monde, bon, sauf si on croit les médias, enfin le gouvernement chinois, on ne sait pas trop. Mais en soi, on n'est pas du tout au pic aux US. Est-ce que ça continue là? C'est quoi même à San Francisco, les gens retournent bosser ou Alors, pour les États-Unis, comme son nom l'indique, c'est 51 États plus ou moins unis en ce moment d'ailleurs. Euh, donc il y en a une politique qui est très différente selon les États. D'ailleurs, en ce moment, il y a une guerre ouverte entre le président et certains gouverneurs de ces États qui ont comment dire, une vision de la situation qui est très différente. La Californie a été un des États qui est rentré le plus rapidement en déconfinement et je pense que ça sera un des États qui en sortira le plus tard. L'annonce qui a été faite hier, en tout cas ici à San Francisco, c'est qu'on est encore en confinement jusqu'à début juin. Donc, il n'est pas question de déconfiner, c'est ce que nous a dit London Breed, qui est la maire de San Francisco, avant début juin. Il faut savoir aussi que les chiffres des résultats, des contaminés et des morts ici à San Francisco sont très, très, très faibles en comparaison avec le reste des États-Unis. Donc, il semblerait à part une légende urbaine qui dit qu'en fait, on a déjà eu le virus à San Francisco, comme on vit dans le futur. Hein, les gens pensent à San Francisco qu'en fait, ça fait des années que nous, on a eu le virus du Covid. En fait, la population a été immunisée, ce qui, je pense, est une connerie. Mais bon, il y a une légende urbaine en ce moment qui dirait ça. Non, en fait, je pense que le fait d'être rentré en confinement très très tôt, on a aussi une population américaine qui est très respectueuse et que quand on leur dit un truc, ils le font. On n'a pas besoin d'avoir des flics qui vérifient si vous avez votre laissez-passer ou des choses comme ça. Ça n'existe pas ici. C'est-à-dire qu'on est on est en shelter in place, mais si vous voulez sortir et vous promener, vous pouvez sortir et vous promener. Vous n'avez pas besoin de papier, mais les gens le font pas. Et les gens se promènent avec un masque et des gants, etc., etc. Donc, le confinement fonctionne. Le confinement marche. Et quand on regarde les chiffres à San Francisco dans la Bay Area, il y a très, très peu de cas et il y a très, très peu de décès. Et on va rester en confinement. Ce n'est pas le cas partout et dans le reste des États-Unis. Donc, je pense que c'est parti pour durer. Mais ce que ça montre aussi une forme d'injustice, cette histoire-là. Ça montre que la Silicon Valley en particulier a la capacité de continuer à faire tourner son économie de façon remote, en télétravail.
C'est pas le cas partout, malheureusement. Mais en fait, c'était une réflexion que je me faisais. Je me disais, mais OK, on est en shelter in place, on est en confinement. Mais finalement, notre vie, elle n'a pas beaucoup pas beaucoup changé, hein. C'est-à-dire que la Silicon Valley, ça fait longtemps qu'on fait des meetings sur Zoom, qu'on brainstorm dans Slack, qu'on utilise tout un tas d'outils. Les relations sociales, elles sont assez limitées dans la Silicon Valley. Vous n'avez pas des gens dans les terrasses, sur les terrasses, en train de boire des cafés, fumer des clopes. Et je le regrette, hein, d'ailleurs, c'est ce qui me manque énormément. Donc, on vit déjà un peu comme des ermites, hein, ici à San Francisco. Les gens, voilà. Et puis, il y a tout ce phénomène dans la Silicon Valley qui est très drôle, qu'on appelle les preppers, c'est-à-dire ces gens qui se préparent à la fin du monde. Il y a un peu, dans la Silicon Valley, depuis des années, on n'a pas attendu la crise, cette culture de la fin du monde. C'est-à-dire que vous avez des millionnaires, hein, qui fabriquent des bunkers, qui font des provisions, voilà, qui apprennent à chasser à l'arc. Enfin bon, c'est des délires comme ça. On se foutait de leur gueule il y a pas longtemps, mais là on se dit, bah, finalement ils avaient raison. Il y a cette idée de fin du monde aussi parce que je vous rappelle que San Francisco, on attend le Big One, on attend ce earthquake depuis maintenant des dizaines et des dizaines d'années. Et que donc et puis aussi que la Silicon Valley a cette culture de casser des systèmes, c'est-à-dire que c'est ce qu'elle fait, quoi, en fait, avec la disruption, ce qu'on appelle la disruption. Donc, à force de casser des systèmes, on comprend très vite comment il est facile de casser un système et de voir justement les limites d'un système. Donc, du coup, comme on comprend très très bien ce système-là, ces failles d'un système, ben, on s'y prépare mieux qu'ailleurs. Et je pense que c'est pour ça que la Silicon Valley s'en sort beaucoup mieux que le reste des États-Unis, parce qu'il y a une culture de fin du monde, parce que on adore tout ce qui est exponentiel et qu'on comprend mieux que les autres les choses exponentielles, et ce virus est exponentiel, et parce que on sait comment les systèmes fonctionnent, on sait comment les casser, et donc on comprend leurs faiblesses, et donc on sait mieux s'y préparer et mieux s'y adapter. Écoute, j'ai une dernière question pour toi. Les personnes, désolé si on n'a pas répondu à tout, mais bon, il y a des questions très précises. D'ailleurs, regardez, c'est une tasse de Renault du Limoges, bien évidemment, qu'en fait. Magnifique. Ah là là, magnifique porcelaine. Tu fais la promo de Limoges de San Francisco. Toujours. Ouais, non, sur l'aspect, qu'est-ce que ce serait qu'un dernier conseil que tu donnerais aux entrepreneurs pendant cette période, pour refaire encore la pub de ton podcast que j'ai vraiment apprécié et que je conseille à tous, sur la personne Raphaël, je crois, futurologue. Elle disait justement que c'était le bon moment pour prendre du recul, repenser à réapproprier le futur. Ce qu'elle disait, voilà. ouais, se réapproprier le futur. Est-ce que toi, c'est un conseil que tu donnes, ou même des questions un peu même plus pratiques? On parlait aussi de faites attention, la dette, c'est pas du capital, faudra rembourser, etc. Qu'est-ce que tu donnerais? C'est un peu une question compliquée là sur la période, parce que personne ne sait où on va, aux entrepreneurs français qui sont sur le podcast aujourd'hui, enfin le webinaire. Je rappellerai aux entrepreneurs que les boîtes les plus iconiques se sont créées dans des périodes de crise. Toutes. Pourquoi? Pour une raison très très simple. Quand il n'y a plus d'accès au capital, quand l'accès au capital s'est raréfié, ok, vous avez des gens qui s'associent pour faire des choses grandes ensemble. C'est-à-dire que comment dire, la dureté d'un système crée finalement de la créativité, et de l'innovation. On n'innove pas en temps de paix, c'est pas vrai. Les plus grandes innovations, historiquement, elles ont eu lieu dans des périodes de crise, voire dans des périodes de guerre. Et c'est pas pour rien. Dans une phase d'abondance, quand on est dans une phase de prospérité, quand vous avez, par exemple, 5 entrepreneurs qui ont 5 projets, parce qu'ils ont accès au capital, ils font 5 startups. Ils en font une chacun. Quand l'accès au capital s'est raréfié, c'est même 5 entrepreneurs qui sont des gens qui ont envie de faire quelque chose et qui ont une vision. Ils s'associent. Et au lieu de faire 5 startups, ils en font peut-être 2. Et donc, du coup, on a une multiplication des cerveaux au service d'un projet, au lieu de 5 projets, par exemple. Et c'est comme ça qu'on a vu, par exemple, PayPal. Ouais. Quand
regarde PayPal, on se dit, mais c'est dingue, il y avait Reid Hoffman, Elon Musk. Enfin, bon, quand on voit la PayPal Mafia, on se dit, mais waouh, ben ouais, mais PayPal s'est créé dans une période de crise où chacun de ces individus super smart n'avait pas accès au capital et ne pouvait pas chacun créer une startup. Donc, du coup, ils se sont associés. Et donc, je pense que c'est ce qu'on va voir. Et ça, moi, je suis super excité parce que je pense que la qualité des projets, euh, les touristes entrepreneurs vont disparaître. Vous savez, c'est ces entrepreneurs qui sont là quand le temps est beau, mais comme Mm. les touristes, dès qu'il fait moche et qu'il se met à pleuvoir, ben, ils s'en vont, quoi, en fait, comme les touristes. Hein. Il y avait Warren Buffett qui disait, c'est quand la mer se retire qu'on voit qu'il portait un maillot de bain. Euh, et je trouve l'image assez magnifique. Donc là, la mer est en train de se retirer. Il y a tout un tas de personnes qui sont sans maillot de bain. Et quand vous êtes sans maillot de bain, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous courez sur la plage en cherchant une serviette. Voilà, les touristes entrepreneurs vont disparaître, vont rester les vrais entrepreneurs qui vont se poser des vraies questions, qui vont s'associer ensemble et créer des boîtes magnifiques. Donc, si vous êtes un vrai entrepreneur, alors ouais, ça va être moins cool, il y aura moins de baby-foot, il y aura moins d'happy hours, il y aura moins de snacks au bureau, d'ailleurs, il y aura peut-être plus de bureaux, mais ça ne veut pas dire que le monde va s'ouvrir et que tout va disparaître. Non, il y a des choses à réinventer, et moi, je suis super excité par ça. J'ai envie d'investir dans cette nouvelle génération d'entrepreneurs du Covid qui, je pense, vont venir avec des idées incroyables. Et j'espère que les entrepreneurs français, parce que là, on est dans une situation où il y a des choses à inventer pour l'ensemble de la planète. J'espère que les entrepreneurs français, et j'en suis sûr, vont jouer une carte et proposer des choses intéressantes au niveau global. Et si c'est le cas, j'adorerais les financer. Eh ben, écoute, c'est un Et super mot. que l'on compte les bouses. C'est exactement, c'est la bonne expression. Donc là, on va se mettre à compter les bouses. Écoute, c'est un super mot de la fin sur tout ça. Je ne sais Où pas. est-ce qu'on peut contacter? Non, pas les bouses, hein, le truc avant, parce que qu'on soit clair. Mais où est-ce qu'on peut te contacter, rentrer en contact avec toi et qu'est-ce que tu nous invites à suivre? Ah ben, j'ai reposté Silicon Carnet. Est-ce que tu as d'autres choses que tu conseilles et comment on te contacte? Bah, je suis assez visible online, en tout cas j'espère. Vous pouvez me suivre sur Facebook, vous pouvez me suivre sur Twitter, vous pouvez me suivre sur LinkedIn. Je suis dans la matinale de French Web pratiquement tous les matins. Abonnez-vous à Silicon Carnet. Ce que je fais dans Silicon Carnet, c'est que j'essaye d'inviter 3-4 personnes à chaque fois. C'est vraiment une conversation. C'est pas, j'essaye pas, c'est pas l'interview de quelqu'un et d'essayer de stariser quelqu'un. C'est vraiment, voilà, je réunis mes potes, quoi. En fait, les gens avec qui j'ai l'habitude de parler tous les jours et avec qui je trouve que j'ai des conversations hyper intéressantes qui peuvent être des gens en France et des gens ici aux États-Unis, c'est en français, hein. J'enregistre finalement ces conversations pour vous les donner, quoi, pour les partager avec vous. Voilà ce que le propos de Silicon Carnet. Il y en a d'autres qui arrivent. Alors, j'ai commencé en novembre, c'est le 25e épisode, donc j'en fais un par semaine. Donc, abonnez-vous. Et là, le prochain, on va parler de management. J'ai 3 invités. J'ai une coach qui fait du RH et qui fait ici dans la Silicon Valley, qui coach des startups. Et j'ai 2 entrepreneurs, des cafards, qui expliquent comment est-ce qu'ils ont adapté leur style de management. On parle du concept de wartime CEO, c'est-à-dire ces entrepreneurs en temps de guerre, que j'aime pas trop d'ailleurs, mais je vous laisse découvrir. Ça sera, je pense que ça sera publié en fin de semaine. Mais il y a plein d'épisodes. Je vous invite à aller voir un épisode génial que j'avais fait avec Romain Serment de la BPI, Stéphane Casriel, l'ex-CEO de Upwork, sur est-ce que les VC sont fermés de l'intérieur. Parce qu'il y a beaucoup de questions en ce moment. Est-ce que les VC investissent encore? On a fait un numéro là-dessus où j'appelle au téléphone des VC. Voilà, ils décrochent pas, et je leur pose la question. Je leur dis voilà, explique-moi, quoi, mais sans bullshit. Hein. Ouais, donc ça c'est top. Tu devrais le rééditer ou en refaire une Ouais. nouvelle version à jour en Il mai. faudrait que je fasse une nouvelle version parce qu'entre-temps, tu as raison, il y a eu une sorte de. On a l'impression qu'ils sont un peu tous mis d'accord avec des éléments de langage et Ok. on dirait qu'ils se sont tous appelés là sur WhatsApp en disant bon les gars, qu'est-ce qu'on dit là? Ah bah tiens, on va dire tout ça. Ok, d'accord? Ouais, on va dire tout ça. Il n'y en a pas beaucoup qui disent pas les mêmes discours, mais
on va voir de toute façon ces prochains mois. Et ben, on va te suivre avec grande attention. Merci beaucoup, Carlos. Ben Et non, merci à toi de m'avoir invité. on souhaite bon courage à tout le monde qui nous écoute et pour ces prochains mois. Ouais, je vais mettre dans le chat le lien vers Silicon Carnet si vous voulez quoi en fait. Ça, je l'ai mis 2 fois. Remets-le. J'ai mis le lien French Web. Je ne sais pas si c'était un autre lien pour s'inscrire à la Ouais, je newsletter. vais mettre le lien iTunes. Je pense que c'est pas mal, non, iTunes. On peut Vas-y, faire ça. bon, Et je vois qu'il y a des gens de Limoges. Bah écoutez, merci. Ça me fait très plaisir de voir que. il y a la mafia PayPal et la mafia Limoges Il n'y a qui pas va que des Parisiens. Il y a pas que des Parisiens dans ce chat, quoi, en fait. c'est clair. Ah oui, et puis je suis sur Storm aussi. Voilà une app. Je fais des live podcasts presque tous les jours. Je vais en faire un tout à l'heure, je pense, sur Storm, qui est une app de live podcasting inventée par des Frenchies que j'aime beaucoup, en qui je crois énormément. J'ai l'impression de revivre un peu les radios libres de l'époque. C'est vachement intéressant et ce qu'ils sont en train de faire, j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis sur Storm, ça s'appelle. Eh ben, écoute, top. Il y a Livestorm, il y a Storm. Et d'ailleurs, Livestorm aussi, c'est un outil d'entrepreneurs français. Donc, on suivra ça avec attention. Merci beaucoup. Super bien, hein. C'est vraiment super bien, quoi, hein, Livestorm, là, quoi, en fait. Hein. Ouais, Bravo, félicitations. bien fait, hein. C'est très, très bien. C'est une startup française. Donc voilà. Plein de startups françaises qui surfent sur la vibe de la communication à distance, live podcasting, webinar. Super. Tu as mis le lien. Et ben, on peut Voilà. bonne fin de journée à tout le monde et bonne journée à toi, Carlos, sur la. Ouais, super. Ciao, ciao. Keep it up. Ça Keep it va. up. Merci. Ciao, ciao.